C'est une entreprise militante et utile pour accéder aux cryptos. Moi, je suis dans la cryptographie depuis très longtemps. Depuis les années 90, je suis ce secteur. Donc, j'étais en mode veille pendant toutes ces années. Et donc, j'étais un de ceux qui ont lu le white paper quand il est sorti. Donc, je suis sans doute un des premiers en France à m'être intéressé à Bitcoin. Je parle pas de mes finances personnelles. Hodler. Premium, c'est donc une place de marché, c'est-à-dire une parmi les 300 plateformes qui existent dans le monde qui permettent à des acheteurs et des vendeurs de se retrouver à travers des ordres de vente et des ordres d'achat. Donc on est différent des brokers, il y en a beaucoup, qui font de l'achat-vente de crypto. Nous, ce ne sont pas nos cryptos à nous qui sont vendus, on met en relation des acheteurs et des vendeurs. Oui, alors en 2018, il y avait une certaine mode pour l'émission de tokens, donc on a suivi cette tendance, de peur, j'irais, de rater quelque chose en fait. Pas forcément parce qu'on était convaincu à 100% que le marché était suffisamment mûr pour le faire, mais on s'est dit si on ne le fait pas, on va être dépassé par des concurrents qui vont le faire. Donc on l'a fait, et ça nous a permis de financer le lancement de Blockchain.io, qui est une plateforme dédiée aux cryptos, contrairement à Premium, qui est spécialisé Bitcoin Euro. Mais on est en train de changer ce système en fusionnant en fait les deux plateformes. C'est le chantier sur lequel on travaille en ce moment. Alors effectivement, quand il y a des acheteurs et des vendeurs, ils ont ce qu'on appelle des préférences temporelles différentes. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont pressés de conclure une transaction et d'autres qui ont plus de temps et qui vont juste remplir le carnet d'ordre avec des ordres qui vont s'exécuter plus tard. C'est toute la différence avec les brokers dans lequel, quand on achète chez un broker, on a les cryptos tout de suite. Donc les makers sont des gens qui justement garnissent le carnet d'ordre, amènent de la liquidité, mais leurs ordres ne s'exécutent pas immédiatement. Le taker, c'est quelqu'un qui place un ordre qui va s'exécuter en face d'un autre ordre existant. Bon, c'est un peu technique, mais c'est juste une histoire de préférence temporelle. En gros, plus on est avancé et professionnel, plus on va être maker, c'est-à-dire qu'on a du temps, on a des liquidités, et l'acheteur, j'irais, de détail, lui, il est plus taker et il veut que ça s'exécute tout de suite, il veut récupérer ses cryptos tout de suite. Donc on veut récompenser le maker, c'est-à-dire celui qui nous permet d'avoir un carnet d'ordre assez profond, assez bien rempli, où justement les acheteurs, ceux qui sont takers, vont trouver la liquidité dont ils ont besoin. Donc le maker amène de la liquidité, donc on veut le récompenser pour ça. Et c'est pour ça qu'on leur propose des fees négatives, c'est-à-dire qu'en gros on dit bon, sur le trade, il faut que nous, on touche une commission. En fait, on va vous donner une partie de cette commission. Finalement, c'est ça que ça veut dire. Si on dit des commissions négatives, c'est-à-dire on va donner une partie de la commission au maker qui a permis à la transaction de s'exécuter. Et le taker, lui, il est peut-être pas à 0,1% près. Si c'est 0,4 ou 0,5, pour lui, c'est peut-être pas si important que ça. Donc lui, il va supporter 0,1% de plus, évidemment, pour compenser. Mais au final, tout le monde est gagnant puisque le maker récupère donc une partie de la commission et le taker, lui, il a l'exécution rapide qu'il souhaitait. On est les seuls, mais il y en a qui sont proches de ça. Il y en a qui offrent zéro commission, par exemple, au maker. Donc on n'est pas très loin. On a juste été un cran plus loin pour être les leaders en fait dans ce domaine. C'est ça qu'on a fait. Objectivement, il y en a qui offrent zéro commission aussi. Donc c'est une tendance quand même de récompenser ceux qui amènent de la liquidité. Il y a ce qu'on appelle les dark pools, effectivement, sur certains exchanges. Nous, on le fait pas. On le fait pas. On considère que les cryptos, c'est la transparence, les manipulations de marché, enfin la conséquence directe de tout ce qui est dark pool, et OTC, etc. Ça peut être des manipulations de marché, pas toujours, mais ça peut être une conséquence. Nous, on n'est pas positionné comme ça. On est plus, je dirais, dans une démarche un peu de donner accès au plus grand nombre aux cryptos. On n'est pas nécessairement concurrent des grandes plateformes en Asie ou aux États-Unis. On est une plateforme, je dirais, de taille moyenne, on a 200 000 clients. On n'offre pas peut-être toutes ces facilités aux gens qui sont ce qu'on appellerait des baleines et qui peuvent faire bouger le cours. Clairement, la carte bancaire qui permet de dépenser ses bitcoins, c'est un vieux concept qui existe depuis longtemps, mais qui a connu des vicissitudes à cause notamment de Visa, Mastercard et des banques. Mais c'est un projet qu'on travaille en interne et qu'on aimerait proposer à nos clients prochainement, en tout cas cette année. Disons, répondre au mouvement vers l'adoption de masse des cryptos, c'est-à-dire être vraiment une crypto-banque, ce que nous on appelle une crypto-banque dans notre langage codé, c'est-à-dire vraiment tous les services qu'on a aujourd'hui dans une banque de détail, une banque en ligne, on devrait les retrouver sur Premium. Notamment une carte bancaire qui permet d'utiliser ces cryptos partout. C'est ce genre de mouvement dans lequel on s'inscrit.
C'est une bonne question parce que c'est la question que tout le monde se pose depuis 10 ans. Quand est-ce que c'est l'année du décollage en termes d'usage et d'adoption, hein, parce qu'aujourd'hui on est encore sur un marché de niche finalement sur les cryptos. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Par contre, ce qu'on peut faire, nous, c'est se placer dans une démarche militante, c'est-à-dire dire ça va pas bouger tout seul. On peut pas attendre que Bercy, la Banque de France et la BCE disent les cryptos c'est génial et on va tout faire pour qu'elles se développent. C'est une démarche militante qui appartient à chacun de critiquer, je dirais, le monopole dans lequel on est placé aujourd'hui, qui est celui des monnaies traditionnelles euro, qui sont des monopoles régionaux. Hein. L'euro, c'est la zone euro, la zone dollar, etc. Donc c'est ces monopoles-là qu'il faut challenger. Et ça, c'est une démarche citoyenne. Il ne faut pas attendre quelque chose qui soit top-down et qui vienne d'en haut. Donc chacun doit, à son niveau, se dire si la monnaie, c'est un bulletin de vote. Hein. C'est-à-dire que la monnaie que j'utilise, elle définit aussi ce que je veux comme fonctionnement de l'économie. Et à chaque fois qu'on utilise l'euro, on vote pour la BCE. Chaque fois qu'on va utiliser Bitcoin, on va voter pour une alternative. Donc c'est cette démarche-là qu'on veut soutenir, nous. Donc on est très différent de la plupart des autres business crypto qui sont là, je dirais, comme ils pourraient être dans les fintech. Nous, on a toujours dit on n'est pas une fintech. Les fintech, elles sont en train d'optimiser le système bancaire actuel, elles ne sont pas en train de le changer. Nous, on veut le changer, et le changer, c'est le rendre pluraliste. C'est le rendre, je dirais, laïque. Moi, j'utilise le mot de laïcité, je vais assez loin, puisqu'on a eu le même problème en 1905 avec la religion. On a séparé la religion de l'État. Aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, il faut séparer la monnaie de l'État. Et exactement pour la même raison. C'est-à-dire que si on ne les sépare pas, il y en a un qui prend le pouvoir sur l'autre. Et devinez quoi, c'est pas l'État qui prend le pouvoir. L'État, c'est les citoyens, c'est nous. Donc c'est reprendre le pouvoir à travers une démarche militante qui s'apparente à une démarche de sécularisme, je dirais, c'est-à-dire où on s'éloigne de la religion de l'euro, finalement. Très bonne question, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a un monde de monopole. Donc le monopole, c'est facile, c'est facilement réglementé. On contrôle l'accès, finalement. Donc tout ça paraît extrêmement ordonné. Le problème, c'est que ce système-là débouche sur le chaos, en fait, puisqu'on voit un chaos social éventuellement se dessiner, et écologique, parce que foncière. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les énergies fossiles, par exemple, continuent à être financées par ce système, prioritairement, et il n'y a pas d'incitation dans ce système à faire autrement. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que si on veut changer de paradigme et ouvrir les options, il faut qu'il y ait ce pluralisme monétaire. Et le pluralisme monétaire, en effet, ça suppose des modalités, je dirais, de contrôle qui sont différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est évident. Mais je dirais qu'encore une fois, pour donner l'analogie des religions, c'est pareil. Il y a des religions relativement respectables, il y en a d'autres qui sont des sectes qui dérivent. Je pense que dans la monnaie, on aura la même chose. On aura des monnaies respectables et honnêtement gérées et utilisées, et d'autres qui vont dériver vers des usages qu'on ne souhaite pas. Ça, il faudra l'admettre. Aujourd'hui, ne croyons surtout pas que l'euro nous en protège. L'euro est la machine qui sert au blanchiment et au financement d'activités illicites. C'est juste que ceux qui en profitent sont des institutions qui prétendent nous en protéger, mais en fait non. Je veux dire, les trafics, que je sache, ils existaient avant Bitcoin, et ils n'ont certainement pas explosé à cause de Bitcoin. Les attentats de 2015, dont on fait le procès en ce moment, n'ont pas été financés avec Bitcoin. Ils ont été financés avec du crédit à la consommation en euros, à hauteur de 40 000 €. C'est ça qui c'est la réalité. Donc il ne faut surtout pas croire que les cryptos vont aggraver des problèmes. Je pense qu'elles vont en résoudre, et que du coup les conséquences de ces problèmes, notamment le terrorisme et les trafics, vont diminuer. Ça, c'est ma conviction profonde. Et aujourd'hui, on est dans un système totalement inversé, où on dit, bon, on va créer des inégalités et des tensions, et ça va déboucher sur du terrorisme et des trafics, et après, on va essayer de contrôler ces trafics. C'est pas la bonne démarche. C'est clairement pas la bonne démarche. Remontons à la cause de ces disparités, en donnant à chacun sa chance. Et ça, c'est donner à chacun sa chance, c'est donner à chacun la possibilité d'utiliser la monnaie qu'il souhaite. Et on aura à ce moment-là les meilleures monnaies qui vont émerger, et celles qui ont des défauts sociétaux trop importants vont diminuer, en tout cas en importance. Liquid, c'est intéressant parce que c'est un réseau de Layer 2, enfin c'est un réseau qui permet de faire des transactions beaucoup plus nombreuses que sur la blockchain avec des fees réduites, comme Lightning. C'est une sorte de Lightning propriétaire, enfin en tout cas fédéré autour
un certain nombre d'organisations. Donc on pense que c'est intéressant pour faire avancer justement ces couches supérieures qui se construisent sur le réseau Bitcoin et qui permettent des échanges instantanés et confidentiels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la blockchain, ils sont off-chain, un peu comme à l'image de ce qui se passe sur Lightning. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. On a rejoint Liquid avant de s'intéresser vraiment à Lightning, parce qu'on considère que Lightning, sa vie, ça avance bien. Et Liquid, ça résolvait un problème très concret pour nous, qui était de transférer des bitcoins très rapidement entre exchanges. Donc pour certains de nos clients, c'est intéressant. On voit qu'il y a beaucoup de clients qui font de l'arbitrage entre différents exchanges. Donc pour nous, en tant qu'exchange, c'était intéressant. Je dis pas que c'est mieux que Lightning ou moins bien. Il se trouve que juste pour nous, c'était particulièrement intéressant. Je dirais que le projet Lightning, de manière générale, est sans doute le projet que je suis le plus et que je trouve le plus intéressant parce qu'il permet de résoudre un vrai problème qui est celui de justement de passer les transactions off-chain et jusqu'à des millions de transactions par seconde. Donc c'est un challenge énorme et très très intéressant. Ethereum n'est pas pour moi l'avenir des cryptos. Je pense qu'à l'avenir, il ne peut y avoir qu'une seule chaîne en mode Proof of Work parce que, comme tu l'as souligné, sinon c'est écologiquement pas intéressant. Par contre, il en faut une parce que sans la Proof of Work, on n'a pas de vraie résistance à la censure. Mais après, l'intérêt d'Ethereum en son temps a été de libérer un certain nombre de projets, notamment les tokens, etc., la DeFi. Mais je pense qu'à terme, tout ça va migrer sur des sidechains Bitcoin. C'est ma conviction. Encore une fois, on est en mode R&D sur plein de choses. Il faudra encore 10 à 20 ans avant que tout ça se stabilise. Donc, en attendant, Ethereum joue un rôle intéressant. Il n'y a pas de doute là-dessus. Absolument, parce qu'il y a une équivalence quasiment complète entre monnaie, énergie et temps, en fait. C'est-à-dire que la monnaie, ça représente à la fois de l'énergie et du temps. Tu peux pas juste enlever l'énergie de ton protocole en disant « ce sera résistant à la censure et décentralisé ». Si tu l'enlèves, ça veut dire que tu dis à des gens « en fait, vous allez gérer l'énergie, vous allez gérer le temps des autres ». C'est exactement ce qui se passe avec les monnaies traditionnelles. Les intérêts sur l'euro, c'est prendre du temps aux gens, en fait. Thermodynamiquement, on ne peut pas enlever l'énergie du protocole. Si on l'enlève, on a autre chose. On a quelque chose qui ressemble beaucoup plus aux autres monnaies traditionnelles que Bitcoin. Donc Bitcoin, c'est à l'extrémité du spectre de la décentralisation, je le dis toujours, et c'est parce qu'il y a l'énergie dans le protocole. Si on l'enlève, on a réduit le spectre. On ne peut pas faire ça juste en disant ce sera mieux si on ne le met pas. Et dire que ça consomme, c'est un peu comme dire Skype, ça consomme de l'énergie. Oui, ça consomme, mais ça évite aux gens de prendre l'avion. Donc le bilan à la fin, il est positif. Voilà, c'est ça que je dis sur Bitcoin, il sera positif. Parce que aujourd'hui, si on reste dans les systèmes traditionnels centralisés, eh bien, on va détruire la planète. C'est ça qui va se passer si on ne change pas de paradigme avec la monnaie. Donc l'enjeu, il est fort. Et si ça coûte un peu de consommation énergétique, comme beaucoup de réseaux numériques, bah oui, mais le numérique consomme de l'énergie, mais il résout des problèmes et il permet d'en économiser. Ça, c'est certain. La notion de passeport est intéressante, ça évite à chaque État de faire sa régulation. Effectivement, quand on est régulé dans un État, après il faut aller se confronter à une autre régulation dans un autre État. Donc ça, évidemment que la notion de passeport est intéressante. Les Européens adorent réguler et ils préfèrent réguler avant de se demander s'ils ont une industrie qui est en mesure de faire la compétition avec les États-Unis et l'Asie. Donc on est vassalisé sur le numérique par les États-Unis et l'Asie. C'est ça la réalité. C'est à ça que l'Europe devrait s'atteler, c'est nous rendre plus souverains. Ils en parlent mais ils le font pas. Et effectivement, c'est plus facile de réguler que de sortir d'un mode de vassalisation. Alors on le regarde avec beaucoup d'intérêt, c'est de la R&D pour moi très intéressante, c'est-à-dire de dire effectivement le DAI est effectivement le premier exemple en 2018 d'OVNI qui sort de la DeFi et c'est un objet très intéressant, un stablecoin complètement algorithmique avec du collatéral en crypto, c'est très intéressant, conceptuellement et pratiquement. Donc pour nous, c'est d'abord le stablecoin. C'est-à-dire avant de parler de faire des choses à base de prêts, parce que ça tourne beaucoup autour du prêt, je pense qu'il faut regarder le stablecoin, qui est vraiment quelque chose de très intéressant et important pour l'adoption de masse notamment. Effectivement, les gens ont besoin de moyens de paiement qui soient stabilisés par rapport à un panier de devises ou de consommation comme l'indice INSEE. Stablecoin, c'est très intéressant. Tout ce qui est à base de prêts de crypto, c'est moins clair parce que c'est orthogonal avec la notion de not your keys, not your Bitcoin. C'est-à-dire que si
je donne mes clés ou le contrôle de mes cryptos à quelqu'un d'autre, quelque part, je ne suis pas du tout dans la même situation que si je prête des monnaies traditionnelles où les transactions sont réversibles. Je pense qu'il faut faire attention, pas mettre trop d'intérêt sur la partie prêt à intérêt, qui me semble plus un concept de la finance traditionnelle plaqué sur le monde des cryptos, à l'inverse des stablecoins comme le DAI, qui eux sont natifs et qui sont beaucoup plus alignés avec la philosophie des cryptos. Donc oui à la DeFi, mais avec discernement, quoi. Comme je le disais sur le DAI, c'est l'aspect le plus intéressant de DeFi, en fait, je pense, c'est les stablecoins comme le DAI, parce que ça va permettre l'adoption de masse, en fait. C'est-à-dire que les gens vont venir à la crypto par les stablecoins, et ensuite ils vont comprendre, on va pouvoir les éduquer, les amener à d'autres monnaies plus décentralisées. Mais le DAI déjà est très bien décentralisé, donc ça prouve, c'est une preuve de concept qui est super intéressante, puisqu'on a affaire à un stablecoin qui est décentralisé. C'est énorme comme invention. Il y en a deux. Clairement, dans notre secteur, on ne peut pas dire que c'est un drame parce que ce serait faire injure un peu à ceux qui sont vraiment touchés, comme les restaurateurs et autres. Dans le numérique, d'une manière générale, on n'est pas trop touché. Après, la crise économique consécutive au Covid, à mon avis, pousse tout le monde. Tout le monde a besoin de liquidité, donc il y a moins d'investissement dans les cryptos, je pense, en ce moment. Les cours des cryptos sont artificiellement tirés vers le bas par la crise économique. Évidemment, dès qu'il y aura une reprise, ça va reprendre. Donc mais on ne peut pas dire qu'on est affecté, nous, en tant qu'acteurs économiques comme les autres. Coin Tribune et Bitcoin Magazine.